La manière dont les liens affectifs se sont faits avec nos parents, les autres personnes qui nous ont élevés, préfigure la manière dont on va s'attacher. Si on a eu un attachement sécure avec des parents qui étaient présents mais pas trop fusionnels, qui répondaient à nos demandes mais qui ne cédaient pas trop à nos caprices, on est plutôt rassuré, on est plutôt sécurisé et du coup on va pas être angoissé pour un rien dans notre future relation d'amour. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour À votre santé, bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. J'ai invité ce matin le docteur Stéphane Clerget. Bienvenue doc. Bonjour. Vous êtes psychiatre et pédopsychiatre, diplômé d'histoire de la médecine, auteur de nombreux livres. Et vous publiez Ne plus souffrir en amour, comment prévenir et guérir les blessures affectives aux éditions La Musardine. Vous vous éloignez un petit peu de vos sujets de prédilection quand même là. Oui, à la fois l'amour, ça concerne tout le monde, petits et grands, et j'avais envie de montrer qu'il fallait prendre ça un peu au sérieux. On a un peu trop tendance à banaliser les douleurs amoureuses, alors que c'est un vrai sujet médical et un vrai sujet psy. Oui, et vous dites que quelqu'un, par exemple, qui vient vous voir, qui vient de vivre une rupture amoureuse, vous le prenez très sérieusement. Oui, surtout si c'est un jeune adulte ou une adolescente, parce que y a évidemment un risque suicidaire. Et puis même à tout âge, ça peut entraîner des états dépressifs qui se prolongent très 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 longuement. Et on sait que l'état dépressif favorise en plus un certain nombre de maladies. C'est-à-dire que quand on est fragilisé par un chagrin d'amour, la difficulté de trouver l'amour, eh bien on a plus de risques de tomber malade. Les gens qui sont amoureux vont mieux. Ah, ça c'est certain. Sur le plan biologique, on sécrète des tas de bonnes choses et on tombe beaucoup moins malade. Donc oui, si on a la chance d'être amoureux, et même simplement d'être heureux en couple, eh bien c'est vraiment un atout santé. Mmh. Alors avant d'aller voir les souffrances, on va voir ce que ça fait l'état amoureux sur le cerveau. Vous écrivez que ça fait un bien fou et ça génère un bien-être tant moral que physique et que ça déclenche une véritable tornade dans notre cerveau et qui active pas moins de 12 zones distinctes. Tout à fait, ça met complètement en branle, si j'ose dire, le cerveau. Et il y a... vous pouvez le dire. Vous pouvez le dire. Et il y a une sécrétion de ce qu'on appelle des neuromédiateurs, c'est un peu les hormones du bien-être que notre cerveau sécrète quand on va bien, qui se déclenchent. Il y a aussi de l'ocytocine qui est l'hormone de l'attachement. Et puis tout ça a un impact sur notre système immunitaire qui fait que ça nous booste, on est en meilleure santé, on a moins besoin de manger, on a moins besoin de dormir, on est vraiment transformé. Voilà, l'amour agit également comme un bouclier contre les soucis du quotidien. Par ailleurs, oui, c'est vrai que sur le plan psy, on relativise tout. Et on fait bien, parce que finalement, il y a tellement de choses qui nous prennent la tête et qui ne devraient pas. Et quand on est amoureux, finalement, le reste compte moins. On est plus agréable avec les autres, on est plus agréable avec soi-même, on relativise. Donc c'est vraiment le meilleur des médicaments. Mmh. Au Moyen-Âge, la médecine arabo-musulmane s'était déjà penchée sur la question, notamment attribuée à la maladie d'amour, une place distinctive dans son DSM de l'époque. Tout à fait, mais c'était vraiment les premiers. Rappelons que la médecine arabo-musulmane, qui est née après l'Hégire et qui a perduré jusqu'au XIVe siècle, était une médecine extrêmement... Enfin, c'est vraiment la médecine qui a initié la médecine moderne. Il y a eu d'énormes découvertes et les médecins arabo-musulmans étaient les premiers à décrire parfaitement le mal d'amour. Alors évidemment, ils s'occupaient des cas les plus graves dans les hôpitaux, mais ils prenaient ça aussi très au sérieux, ils les soignaient bien. Et ils décrivent tout à fait les signes d'un chagrin d'amour, une perte d'appétit, un amaigrissement, une insomnie, et parfois même, ça pouvait aller jusqu'à des idées délirantes. Quand il y a des dépressions majeures, il peut y avoir des idées un peu délirantes. Et ils avaient tout un arsenal thérapeutique pour soigner ça. Alors il y avait évidemment des plantes apaisantes, mais il y avait aussi des thérapies verbales. Déjà, oui, on faisait parler, on se livrait, et il y avait des contes thérapeutiques, c'est-à-dire qu'on leur racontait des contes où finalement il y avait un chagrin d'amour, mais où le personnage, le héros, retrouvait l'amour, et puis il y avait aussi des tas de divertissements, de la musique, des massages. Enfin, aujourd'hui, on aimerait bien être soigné comme ça.
Et Avicenne lui-même qualifiait l'amour de maladie. Oui, lui, il était un peu excessif. Peut-être qu'il était un petit peu extrême. Ouais. Un peu trop rationnel, il se méfiait beaucoup de l'amour. Mais bon, c'est vrai qu'il voyait que les cas des souffrances, il voyait évidemment pas les amours heureux. Donc pour lui, c'était une maladie. Il décrivait ça très précisément, avec le pouls qui augmentait. Mais il y a aussi Rhazès, le grand Rhazès, le père de la médecine moderne, qui décrivait ça aussi très bien et qui prenait aussi ça très, très, très au sérieux, mais qui faisait quand même la différence entre un petit chagrin d'amour et puis un vrai état dépressif lié à une perte en amour. Les souffrances qui découlent de nos relations amoureuses varient en intensité et en nature en fonction de notre style d'attachement particulier. Alors, il y a 4 styles d'attachement. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il faudrait choisir ça ou son partenaire en fonction de son style d'attachement? Parce que c'est ce que je crois comprendre dans votre livre. Ça tombe bien parce que dans le livre, il y a des tests, donc on peut les faire passer. On peut faire dire quel est votre style d'attachement. On fait passer le test à l'occasion d'un rendez-vous amoureux. Oui, il y a différents types d'attachement. Alors c'est un peu schématique, mais il y a l'attachement qu'on a. Alors c'est quoi le style d'attachement? C'est la manière dont on a été évidemment aimé par nos parents, les personnes qui nous ont élevés. Ça c'est l'enfance. Ça c'est l'enfance, mais c'est vrai que tout se joue un peu ici. Et la manière dont les liens affectifs se sont faits avec nos parents, les autres personnes qui nous ont élevés, eh bien préfigure la manière dont on va s'attacher. Donc c'est certain que si on a eu un attachement sécure avec des parents qui étaient présents, mais pas trop fusionnels, qui répondaient à nos demandes, mais qui ne cédaient pas trop à nos caprices, qui étaient plutôt présents de manière à peu près continue, du coup on est plutôt rassuré, on est plutôt sécurisé. Et du coup, on va pas être angoissé pour un rien dans notre future relation d'amour. On va pas être jaloux, on va pas être terrifié quand l'autre s'éloigne. Mais à la fois, il y a d'autres types d'attachements. Notamment, les pires, c'est les attachements désorganisés, avec des parents qui sont là un jour, qui sont pas là le lendemain, qui sont alcoolodépendants, bref, qui font qu'on est tout le temps... Ça, c'est insécure, finalement. Oui, ouais. Voilà, là c'est très insécure et du coup, on risque de rejouer dans nos relations amoureuses, d'abord de reprendre un partenaire qui nous met en insécurité, et de toute façon, quel que soit le partenaire, de ne pas être sécure, quoi. Donc oui, la manière dont on a été aimé enfant va... Alors heureusement, c'est rattrapable. C'est-à-dire qu'on peut travailler dessus. Oui, ça évolue au fil de la vie. Oui, et des rencontres. C'est sûr que si on est avec des gens bien, ça va un peu nous guérir des drames de l'enfance. Alors, parmi les souffrances en amour, il y a la souffrance d'avoir été trompé. Oui, ça, on l'a malheureusement peut-être tous connu. En tout cas, nombreux l'ont connu. Et ça reste douloureux pour tout le monde. Oui. C'est vrai que... Douloureux, voire même très douloureux. Oui. Non, on peut avoir parfois du mal à s'en remettre, et d'ailleurs certaines personnes, notamment les plus jeunes, peuvent renoncer à l'amour suite à ça. C'est-à-dire que pour eux, ils idéalisent tellement l'amour que finalement, à l'occasion de leur première histoire, s'il y a une tromperie ou un abandon, ils se disent c'est mort, l'amour n'existe pas, et soit je n'aurai plus d'histoire d'amour, soit je ne prendrai plus l'amour au sérieux et je me contenterai de papillonner. On voit ça chez les jeunes parfois. Alors tout le monde ne réagit pas de la même façon face à l'infidélité. C'est vrai. D'abord, selon notre mode d'attachement. C'est vrai que si on est sécure, on peut s'en remettre plus facilement. Et puis, il y a infidélité et infidélité répétée. Il y a la manière aussi dont... Alors ça, je comprends pas. Des gens qui nous trompent plusieurs fois. C'est une tromperie une fois. J'allais presque dire accidentellement, à l'occasion d'une soirée, si notre partenaire s'excuse, mais quelqu'un qui nous trompe régulièrement... Ouais. C'est évidemment moins supportable. Il y a quand même le choc de découvrir qu'on a été trompé. Oui, parce que la notion de confiance, c'est la base de la relation amoureuse. Parce que finalement, aujourd'hui, les contrats ne valent plus grand-chose en amour. Et ce qui compte, c'est... Quand on est amoureux de quelqu'un, d'abord, on a confiance. C'est un partage de confiance. Donc, à partir du moment où il y a déloyauté, tromperie, forcément, on considère qu'il n'y a plus d'amour. Donc, on prend la tromperie... Parfois à tort, peut-être, mais en tout cas, on prend la tromperie comme une trahison et le fait que l'autre ne nous a jamais aimés, ce qui est évidemment pas toujours vrai, mais on amplifie. On considère que s'il nous a trompés, c'est qu'en fait, il n'y avait pas d'amour. C'est heureusement pas toujours vrai. Mais c'est une trahison. Ça reste une trahison, et à tout âge, et de tout temps, finalement. De tout temps, ça a été mal supporté, les tromperies. Alors, certains songent à la vengeance. Oui.
C'est sûr que... Bonne ou mauvaise idée? On va évidemment pas défendre la vengeance, en tout cas la vengeance qui pousse à la violence. Hein. Après, il y a des vengeances plus ou moins gentilles ou plus ou moins légères. Hein. En tout cas, sur le plan psy, ça soulage, c'est certain. Mais faut pas que le remède soit pire que le mal. C'est-à-dire que à faire du mal à l'autre, ça peut aussi nous porter préjudice. Oui, ça peut nous faire du mal à nous. À nous. Voilà. Donc, mais la vengeance ne répare pas, de toute façon. De toute façon, ça soulage sur le moment, mais ça répare pas. Les vengeances les plus courantes aujourd'hui, c'est d'aller voir ailleurs, finalement. C'est de tromper pour rééquilibrer un petit peu les choses. Ça, c'est une vengeance, on va dire, acceptable et assez humaine. Certains songent à chercher un coupable. À quoi ça sert de chercher un coupable ? Chercher un coupable, c'est aussi une façon de déculpabiliser son ou sa partenaire, finalement. Quand c'est pas son ou sa partenaire, c'est celui qui l'a détourné, celui ou celle qui l'a détourné. Donc, en vouloir à autrui, c'est une façon de protéger son amour, de se dire finalement que son ou sa partenaire ont été détournés, c'est parce qu'on lui a dit du mal de moi, c'est parce que ses parents n'arrêtaient pas de lui dire du mal de moi qu'il ou elle est allé voir ailleurs. C'est une façon de nier finalement ce qui s'est produit en trouvant des coupables extérieurs. Oui. On essaie de protéger au maximum notre relation. Si on commence à chercher des coupables à l'extérieur, c'est que déjà on n'a pas forcément envie de quitter l'autre, même s'il nous a trompés. Et il y a ceux qui choisissent la séparation. Oui, c'est sûr que c'est quand même la réponse qui apparaît souvent la plus évidente, surtout si l'autre ne s'excuse pas vraiment. Mais la séparation, ça ne veut pas dire qu'on ne souffre pas. Mais au moins, on se sent un peu actif. Parce que quand on est trompé, on prend ça dans la poire, donc on est victime. Et le fait de décider de se séparer, on reprend un peu les choses en main, donc on redevient actif. Ça nous restaure un petit peu. Ouais. Mais encore une fois, la souffrance reste là. Et si le partenaire nie tout en bloc, finalement ? Déjà, c'est pénible, mais il faut. C'est important quand même qu'il y ait la reconnaissance, surtout si on a des preuves. Alors, on peut évidemment mettre les preuves en avant. L'idée, c'est de ne pas s'énerver, mais de lui donner la possibilité de dire la vérité en insistant, en montrant l'évidence. Et puis, au final, si vraiment il nie, parce qu'il y a des gens qui, devant les preuves, vont nier. À un moment, il faut quand même faire confiance à son intuition et dire ok, ça va, quoi. Oui, mais il y a aussi cette idée qui dit n'avoue jamais. Ah, si on est celui qui trompe, oui, en général, on conseille ça, n'avoue jamais. N'avoue jamais, voilà. Il y a une chanson parce comme ça. Parce qu'une fois que c'est dit, c'est dit. Tu peux pas revenir en arrière, tu peux pas retirer ta parole. Oui. Mais n'avoue jamais, c'est si on ne veut pas perdre l'autre. Après tout, si on trompe et qu'on est prêt à se séparer, on peut avouer. Ouais. N'avoue jamais, finalement, ça veut aussi dire qu'on veut garder son amour. Donc dans le n'avoue jamais, ça veut dire qu'il y a la persistance d'un lien. On n'a pas envie de se séparer. C'est pas de la lâcheté. Ça peut être de la lâcheté aussi, bien sûr. Mais stratégiquement, vous... Non, je sais pas. Est-ce qu'il faut dire ou pas ? Si j'étais jeune, j'aurais dit n'avoue jamais. C'est ce que je disais aussi. Et je crois qu'aujourd'hui, quand on est un peu avancé, quand on est en couple depuis longtemps, on est suffisamment mature et on a suffisamment de passifs pour nous unir, pour éventuellement avouer et s'excuser et se faire pardonner. Voilà, on parle de la souffrance en amour avec le docteur Stéphane Mukherjee, qui est notre invité ce matin, qui publie Ne plus souffrir en amour, comment prévenir et guérir les blessures affectives à la musardine. On parlait tout à l'heure, avant la page de publicité, de la trahison, de l'infidélité. Il y a ceux qui choisissent de ne pas savoir. Est-ce que ça, c'est une bonne... qui font l'autruche ? S'ils font ce choix-là, ils ont un peu réfléchi avant, c'est-à-dire ça veut dire qu'à la base, ils pardonnent des petits écarts, ils ne font pas d'histoire pour 2 minutes 35 de bonheur, et ils considèrent que l'important, c'est de préserver leur couple. Ils n'ont pas forcément des illusions, c'est-à-dire qu'ils se disent que c'est possible que leur partenaire aille voir ailleurs. C'était plus souvent les femmes, d'ailleurs, qui font l'autruche, comme si elles pensaient que c'était assez normal qu'un homme aille voir ailleurs. Elles sont plus tolérantes sur ce terrain-là.
Enfin, en tout cas, autrefois, c'est peut-être moins vrai chez les plus jeunes. Peut-être que les nouvelles générations se sont mis à... On fait un reset. Oui, c'est ça. Et du coup, c'est un moyen de préserver le couple. Mais attention, en général, ceux qui veulent pas voir, il faut pas non plus que ça envahisse trop le foyer. C'est-à-dire que ça impose à l'autre d'être le plus discret possible. On va dire à l'homme, de ne pas faire venir qui que ce soit à la maison, de ne pas rentrer plus tard à la maison, de continuer de faire le job, quoi, de mari et de père. Vous posez une question dans votre livre. Existe-t-il un profil de personne toujours trompée ? Alors c'est délicat parce qu'il ne s'agit pas de faire croire que la personne trompée l'a cherché, parce que c'est pas vrai. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont eu une histoire et qui ont été victimes dans leur enfance, dans leur adolescence, et qui vont parfois faire des mauvais choix. Parce qu'elles n'ont connu que ça, et qui vont finalement involontairement, mais inconsciemment, faire le choix de partenaires adultérins, et qui aussi vont pas forcément se positionner de manière à ce que l'autre les respecte. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont laisser faire. Parce que parfois dans la tromperie, on tente un peu, on en trouve la porte, et si l'autre dit rien, le risque c'est que le partenaire aille toujours plus loin. Donc si on ne réagit pas au premier signe d'infidélité ou de... eh bien, on laisse la porte ouverte à l'infidélité. Et donc, il y a sans doute des personnes comme ça qui se laissent un peu trop faire. Et le partenaire entend ça comme une autorisation. Faire, une autorisation, oui. Alors, il n'y a pas de test dans votre livre pour tester notre infidélité. Il y a un test pour tester la fidélité. Oui, ça passait mieux. Mais est-ce que ça veut dire, alors c'est pour ceux qui envisagent de se mettre en couple, des gens qui sont de toute façon, on va dire, désespérément fidèles? Alors, pas forcément désespérément, parce que ça peut être quelque chose de très positif d'être fidèle. C'est pas toujours une... Non, mais j'ai mis désespérément avec des guillemets. Mais finalement, est-ce qu'il y a des gens qui sont structurellement fidèles dans leurs valeurs, dans leur profil? Oui, il y en a plus d'un, heureusement, des hommes et des femmes qui sont effectivement extrêmement droits et qui n'accepteraient pas d'aller voir ailleurs, mais parfois à leur détriment, parce que ils peuvent être avec des partenaires... moi, j'en ai vu un pas plus tard la semaine dernière, dont la femme voulait pas coucher, ça faisait des années que ça durait, et lui n'allait pas voir ailleurs parce qu'il était fidèle. Bon, là, ils vont pas tarder à se séparer parce que il n'en peut plus, et en plus il y a des reproches. Non seulement il supporte ça, mais en plus elle le critique tout le temps. Donc, mais oui, non, bien sûr. Ça, c'est ce qu'on appelle un profil de personne difficile. Donc oui, il y a des gens fidèles, et en général, quand ils sont fidèles en amour, c'est des gens loyaux aussi dans le travail et en amitié. Donc il y a des gens très droits. Quand ils s'engagent pour de bon. On en parle. C'est vrai qu'on parle peu des gens fidèles, mais une majorité des gens sont fidèles. En gros, parce qu'on n'en parle jamais, en fait. Oui. C'est vrai qu'on nous fait croire que tout le monde est infidèle, et on a envie de le croire des fois peut-être pour se justifier de ne pas l'être, mais non, il y a beaucoup de gens fidèles. Mais ce qui est important, c'est de savoir que les plus jaloux sont pas forcément les plus fidèles. Oui, mais parce que on croit que les jaloux sont fidèles, en fait, c'est pas vrai. Non, les fidèles sont pas forcément jaloux. Alors, je voulais qu'on aborde ce sujet un peu plus tard, mais est-ce que la jalousie, c'est une preuve d'amour justement, non. Parce que longtemps, on nous a dit que la jalousie était une preuve d'amour. C'est vrai, on était content que son partenaire ou sa partenaire soit jaloux. S'il est jaloux, c'est qu'il m'aime, il tient vraiment à moi. Non, c'est très, très égoïste. C'est-à-dire que le jaloux n'autorise pas qu'on aille prendre de la joie en dehors de lui. Et donc non, c'est pas une preuve d'amour. Et puis encore une fois, les jaloux sont pas les plus fidèles. C'est paradoxal, mais ils veulent. Et des fois, même s'ils sont jaloux, c'est parce qu'eux-mêmes ont envie d'aller voir ailleurs, et donc ils imaginent qu'on est pareil qu'eux, qu'on a envie d'aller voir ailleurs. Ouais. Signal d'alerte. Parler d'un nouveau phénomène qui s'appelle la micro-tromperie. Shkun, la micro-tromperie. Alors ça se dit en anglais, je suis désolé, mais Oui, ça c'est lié aussi aux réseaux sociaux. La facilité,
c'est finalement le fait d'allumer un peu. À mon époque, on disait plus allumer que micro-tromperie. On allume son entourage, on est aimable, on est charmant, on fait des compliments, mais sans vraiment tromper. Mais c'est pénible pour son ou sa partenaire. C'est-à-dire que on dragouille, quoi. Et ça se développe notamment sur les réseaux, où on peut comme ça suivre quelqu'un, faire des compliments, et c'est difficile à vivre pour l'autre. Pour l'autre, oui. Bien sûr. Mais c'est pas une tromperie en fait. Officiellement non, puisqu'on n'a rien trompé. Mais... Alors, il y a le fait d'être trompé qui est une grande souffrance, vous expliquez dans votre livre, mais il y a la crainte d'être trompé, qui est aussi une souffrance. Oui. Cette crainte d'être trompé, elle vient d'où ? Oui, c'est une insécurité de base, encore une fois. C'est probablement lié au mode d'attachement. Mais ça vient surtout d'un manque de confiance en soi. C'est-à-dire qu'on considère qu'on n'est pas digne de l'autre. C'est-à-dire qu'on est en couple, mais on se dit, mais qu'est-ce qu'il fout avec moi ? Qu'est-ce qu'elle fout avec moi ? Il ou elle est vachement mieux que moi. Moi, je ne vaux pas grand-chose. Et donc, presque en partie, on imagine que ça serait logique que l'autre aille voir ailleurs. Parce qu'on n'est pas assez bien pour lui ou pour elle. Donc c'est un manque de confiance en soi, et donc c'est important de développer sa confiance en soi, y voir plus clair dans ses qualités, dans ses compétences. Après, c'est bien aussi que notre partenaire nous rassure, bien sûr. Au fil des années, si notre partenaire nous rassure, évidemment, on a moins cette crainte-là avec la durée. Donc c'est un manque de confiance en soi. Mais après, ça peut être aussi parce qu'on a un partenaire particulièrement charmeur, dragueur. Ça peut aussi venir de l'autre. Oui. Et puis c'est aussi évidemment quand on a été trompé, soit en amour, mais même plus jeune, en amitié, ou trahi par ses parents à qui on ne pouvait pas faire confiance. Ils disaient, je vais t'offrir ça, et en fait ils ne l'offraient pas. Donc c'est toutes ces multiples trahisons de notre enfance, de notre adolescence, qui vont aussi favoriser ça, la crainte. Et puis c'est la crainte d'être abandonné aussi. Quand on a été plus ou moins abandonné enfant, on a peur que l'autre nous abandonne. Et ça, c'est source de grande souffrance, parce qu'on se fait des films en permanence, finalement. C'est horrible. Et si l'autre finit par vous tromper, on dit, tu vois, je te l'avais dit. Oui, ça vient. Et parfois, presque, on va, à force d'avoir peur, on va pousser l'autre à nous tromper, parce qu'on va réussir à le convaincre qu'il serait mieux avec quelqu'un d'autre. Donc, on provoque son malheur. Donc ça, c'est terrible. Il faut absolument soigner ça, parce que on peut pas être heureux quand on est dans cet état-là. Autre source de souffrance, c'est les ruptures dont on ne se remet pas. On peut tomber malade après une rupture amoureuse, on en parlait tout à l'heure. On tombe de haut finalement, et il y a des personnes qui, des années après, ne se sont toujours pas remises, n'ont toujours pas fait le deuil de leur couple. Oui, on en parle peu, mais c'est quand même une réalité qui concerne pas mal d'entre nous. Et qui est un vrai obstacle au bonheur. Donc ça peut aller loin, parce qu'évidemment, il y a des gens qui en viennent à se tuer, soit dans l'immédiateté après la séparation, soit plus tard, parce qu'ils n'arrivent pas à retrouver le bonheur, ils n'arrivent pas à s'en remettre. Mais même sans s'en tuer, on peut se laisser mourir à petit feu, c'est-à-dire qu'on ne se remet pas en couple, ou alors si on se remet, c'est avec quelqu'un qu'on n'aime pas vraiment. Et du coup, on porte ça sur soi comme une bille noire qui reste en nous pour l'éternité. Et tout nous paraît sombre, tout nous paraît triste. On a l'impression qu'on ne peut plus vivre sans l'autre. C'est un vrai deuil. C'est un deuil permanent. Donc ceux qui ont perdu leur père, leur mère, ou qui ont eu un deuil important, qui pendant des années allait pas bien. Alors évidemment, on peut continuer de fonctionner, de travailler, de faire ses courses, voire de s'occuper de ses enfants, mais il y a toujours cette douleur-là qui est permanente et qui peut d'ailleurs se transformer en maladie physique. C'est-à-dire que ça favoriserait la création de maladies physiques, comme pour donner corps à cette souffrance, presque pour la faire disparaître. Finalement, on va se mettre à somatiser, la remplacer par une maladie physique. Notre cerveau est capable de fabriquer ça. Donc c'est à prendre très au sérieux. Et il faut soigner ça. Vous expliquez que finalement, pour guérir d'un chagrin d'amour, il faut prendre son temps, c'est comme dans un deuil. Oui, il faut accepter que ce soit long, donc il ne faut pas tout de suite se dire je vais en prendre un de perdu, 10 de retrouvé, je vais en prendre un. Non, il faut accepter que ce soit long,
Il faut accepter de se reposer, il faut accepter de se remémorer, mais aussi les bons moments. Il faut accepter aussi de penser à l'avant-histoire d'amour, se rappeler les bonheurs qu'on a eu avant cette rencontre amoureuse, de pas faire commencer sa vie à cette rencontre amoureuse qui s'est terminée, mais de retrouver, de puiser dans notre passé des sources de bien-être pour essayer de retrouver un peu de bonheur et se donner des sources de joie au maximum, dans tous les domaines, que ce soit sportif, artistique, amical, familial. Il faut évidemment être un peu actif, mais il faut accepter de se reposer, de laisser couler son chagrin. Il ne faut pas avoir honte de pleurer, il ne faut pas tout de suite prendre des médicaments pour éteindre ses larmes. Ça soulage. De toute façon, de pleurer, ça sécrète de l'endorphine, donc ça fait grand bien. Et puis se confier. Il faut trouver des gens à qui on peut se confier. Alors c'est de plus en plus dur aujourd'hui de confier ses chagrins d'amour. Dès qu'on commence à confier ses chagrins d'amour à quelqu'un, il va nous dire va voir un psy, va prendre des médocs. Non, c'est pas de ça dont on n'a pas forcément besoin. Ou prends un nouveau mec, ou prends une nouvelle nana. Ouais. Oui, les gens ne sont plus disponibles pour écouter nos souffrances amoureuses et presque ça surprend. On apparaît bizarre, quoi. Donc, mais c'est un peu dommage. Alors il y a certains qui brûlent tout, qui brûlent toutes les photos, tous les souvenirs, qui jettent tout. Oui. Voilà, en disant je vais tout disparaître, voilà. Je veux plus rien avoir avec elle, je veux plus rien avoir avec lui. C'est un peu radical. Alors bon, ça dépend évidemment des personnalités. Le danger, c'est qu'en brûlant tout, on risque de se brûler avec, parce que c'est quand même toute une partie de notre vie. Donc de prime abord, je conseillerais pas ça. Je conseillerais de mettre tout ça à la cave, dans des boîtes bien fermées, à distance, mais pas forcément de brûler, parce que si dans 20 ans, on est heureux en amour et qu'on a envie de se replonger dans une part de notre passé, quand on ne souffre plus, on peut être content d'avoir retrouvé ça. Moi, je crois que nos malheurs, plutôt que les brûler, parce qu'après, c'est comme des fantômes, ça peut revenir. Je préfère savoir où ils sont. Je préfère les localiser, les mettre quelque part, dans un endroit. Comme ça, ils sont là. Ils peuvent pas nous embêter. C'est un peu comme enfermer les fantômes à la cave, quoi. Ouais. Parce que sinon, on sait pas où ils peuvent apparaître. Même si ça fait du bien sur le coup, voilà. Oui. Bon, voilà, on a fait un grand vide. Tiens, c'est bien fait pour toi. Voilà, on peut en brûler une partie, évidemment. Ouais. Après, si on a que ça comme mode de soulagement, faut pas s'en priver. De toute façon, tout est bon à prendre, sauf ce qui, évidemment, peut nous être préjudiciable. Et donc, il faut se garder d'être violent sur l'autre physiquement. Parce que c'est aussi une tentative d'aller violenter l'autre. Et ça, il faut évidemment se retenir. Donc, il faut retenir son impulsivité. On parle d'un couple infernal ce matin, l'amour et la souffrance. Souvent, ça va de pair. C'est vrai que c'est difficile de les séparer. Ça nous donne les plus grands bonheurs et ça nous donne les plus grandes souffrances, l'amour. Vous publiez « Ne plus souffrir en amour, comment prévenir et guérir les blessures affectives » aux éditions La Musardine. Il y a quelque chose dont on ne parle jamais, il y a une émotion dont on ne parle jamais après une séparation, c'est l'ennui. C'est vrai. C'est vrai, alors que c'est un sentiment qui apparaît souvent, parce que finalement, l'amour étant parti, c'est comme si on n'avait plus goût à rien et que tout nous paraissait ennuyeux. On perd aussi toute motivation. Alors, si on veut tout mettre sur un plan biologique, c'est vraiment la perte de la dopamine, qui est l'hormone de la motivation. Et donc on se retrouve dans cet état, mais qu'on a connu quand on était adolescent, parce que l'ennui à l'adolescence c'est fréquent. Alors aujourd'hui ils s'en rendent moins compte parce qu'ils sont devant leurs écrans, ça comble. Mais à notre époque, quand on n'avait pas d'écran, l'ennui on le vivait. Et puis l'ennui, ça permet de suspendre le temps. C'est un peu comme si tout s'arrêtait. Mais l'ennui, c'est aussi une petite mort, finalement. On dit d'ailleurs s'ennuyer comme un rat mort. Donc c'est une façon d'être totalement congelé, un petit peu. On hiberne d'une certaine manière en attendant de passer l'hiver et de reprendre vie, d'être réanimé sur le plan de nos émotions et de pouvoir aimer à nouveau et d'être, on l'espère, aimé en retour. Et vous dites que l'ennui, ça peut aller jusqu'à l'ennui de soi. Ça veut dire quoi, l'ennui de soi ? C'est-à-dire qu'on se demande ce qu'on fout avec soi et qu'est-ce qu'on fait, et du coup on n'accorde plus tellement d'intérêt à soi-même, donc on se lave plus, on se donne plus rien, quoi. On se laisse un peu aller. Et bon, évidemment, faut pas que ça dure trop longtemps. Donc oui, c'est quelque chose qui fait partie des suites d'un chagrin d'amour. Il faut le savoir. Il faut pas être trop surpris par ça. Il faut pas en vouloir à nos amis qui sont dans cet état-là.
Il faut évidemment essayer de les réanimer, mais ça demande un peu de temps. Il y a aussi une peur, c'est la peur de la solitude aujourd'hui. Ah oui, mais aujourd'hui plus que jamais, parce que, alors on va encore revenir sur les portables, dont on parlait un peu hors antenne, mais c'est vrai que aujourd'hui, on se sent plus seul parce qu'on a tout le temps un écran et on a l'impression d'interagir avec quelqu'un, alors que les générations précédentes avaient appris à supporter la solitude et être bien avec soi-même, avec son imaginaire, avec ses pensées intérieures. Alors du coup, on redécouvre la méditation, mais avant, on n'avait pas besoin de la méditation pour être bien avec soi-même. Mais c'est vrai que la peur de la solitude, ce qui est embêtant, c'est que ça nous pousse à prendre n'importe qui. Pour pas être seul, je vais prendre le premier venu ou la première venue. Et du coup, après, il ne faut pas s'étonner que ça ne marche pas. Si c'est le premier venu, on n'a pas bien choisi. Et donc, la peur de la solitude nous fait vivre avec des gens qu'on n'aime pas forcément. Et donc, ça favorise les chagrins d'amour. Autre souffrance liée à l'amour, c'est aimer jusqu'à l'obsession. Qu'est-ce que ça veut dire que d'aimer quelqu'un jusqu'à l'obsession ? Je pense qu'il y a des auditeurs qui vont se reconnaître. Alors, il y a un terme un peu savant aujourd'hui qui s'appelle la limérance. La limérance, oui. Où c'est finalement l'obsession amoureuse, c'est-à-dire que l'autre représente tout. Et il n'y a rien d'autre qui compte et on peut s'intéresser à rien d'autre, c'est-à-dire qu'on va laisser tomber nos amis, nos parents, notre travail. C'est quand l'amour devient une vraie drogue, il n'y a plus que ça qui compte. Et alors c'est évident que s'il y a une séparation, là on est en état de manque terrible, et d'ailleurs on peut parfois rentrer dans la drogue pour compenser. Moi j'ai vu des toxicomanes dont la toxicomanie est née après une obsession amoureuse, donc ils avaient déjà ce profil dépendant, mais ils étaient dépendants de quelqu'un à fond. C'est une dépendance affective, c'est ça ? Oui, mais extrême. Ouais. Il y a des dépendants affectifs qui ne sont pas forcément dans l'obsession. Là, c'est vraiment une dépendance extrême où on n'a plus aucun autre centre d'intérêt. Mais c'est pour ça que quand on élève son enfant, c'est important de développer ses centres d'intérêt, de développer l'intérêt pour la culture, pour l'histoire, pour le sport, pour les relations. Parce que plus l'enfant a de centres d'intérêt, moins il y a de risques quand il sera amoureux qu'il n'y a que ça qui compte. C'est-à-dire qu'aussi, quand on est un peu appauvri au niveau des centres d'intérêt, ça favorise aussi l'obsession amoureuse. Autre souffrance en amour, c'est aimer quelqu'un qui ne vous aime pas. C'est-à-dire une absence de réciprocité. Oui. Alors déjà, comment est-ce qu'on peut se focaliser sur quelqu'un qui ne vous aime pas ? Les neurones miroirs ne s'activent pas dans ces cas-là ? Si on n'a jamais été aimé par ses parents, ça nous paraît la normale. Donc finalement, ça vient... Encore une fois, ce qui est terrible, c'est qu'on vient valider parfois des souffrances infantiles. C'est-à-dire, j'ai pas été aimé, et du coup, je vais prendre quelqu'un qui va justifier le fait que je suis pas aimable. Et du coup, ça me permet de me réconcilier avec mes parents. C'est pas de la faute de mes parents s'ils m'ont pas aimé, puis de toute façon, je suis pas aimable. La preuve, quand je tombe amoureux, je tombe toujours amoureux de quelqu'un qui m'aime pas. Donc on veut donner raison à nos parents. Donc il faut rompre avec cette damnation du passé. Après, c'est arrivé à tout le monde d'aimer quelqu'un qui nous aime pas, même si on a eu une enfance heureuse. L'attirance, elle n'est pas toujours mutuelle. Oui, il faut accepter. Alors, il y en a qui n'acceptent pas, et notamment ceux qui ont été trop aimés, pour le coup. Qui ont été très gâtés, adorés par leur maman. Je pense à des garçons, leur maman les adorait. Ah, t'es le meilleur, mon fils, t'es le centre du monde, t'es le plus beau, etc. Ils arrivent dans la vie, quoi, on m'aime pas, mais c'est pas normal, je suis le meilleur. Et donc, ils tombent de haut. Donc, les mamans, il faut faire un peu gaffe avec ça, parce que votre fils peut tomber de haut et pas comprendre que toutes les femmes ne l'adorent pas comme vous l'avez adoré. Ouais. Donc, il faut le préparer quand même. Ça veut pas dire que t'es nul. Si on t'aime pas, c'est vraiment une histoire de goût. C'est comme les aliments, les goûts et les couleurs. Donc il faut accepter ça. Et puis parfois aussi, on choisit que des gens inaccessibles, qui se prennent pour des dieux et qui de toute façon ne peuvent aimer personne. Mais ça veut dire quoi que pour justement poser son regard ou son dévolu sur quelqu'un d'inaccessible? Ça peut être d'abord une trop grande ambition, ça peut être parce que soi-même on se prend pour un dieu, ça peut être parce qu'on a besoin de remonter son estime en s'accrochant à une déesse ou à un dieu. Après ça peut être sans doute d'autres choses. En tout cas, parfois, il y a des gens qui viennent chercher l'échec. Moi, je pense à des jeunes qui ont finalement un petit peu peur de l'amour et qui vont prendre justement prétexte de tomber amoureux de personnes en sachant bien que ça ne marchera pas. Donc, c'est une façon de retarder aussi la rencontre amoureuse. La recherche de l'échec amoureux, c'est aussi parce qu'on a peur de l'amour, finalement.
Donc prendre quelqu'un d'inaccessible, c'est une façon aussi de ne pas rencontrer l'amour, parce que l'amour, ça peut faire peur, l'engagement, ça peut faire peur. Hein. On parle de crise de l'engagement aujourd'hui, d'ailleurs. Oui, on fait bien. Hein. On dit que ça devient moins engageant de faire un bébé tout seul maintenant que de se mettre en couple, j'ai l'impression. Donc, les jeunes, ils ont peur de s'engager. Hein. Alors, cela dit, ils y croient plus. Comme beaucoup de leurs parents ont divorcé, ils se disent de toute façon, à quoi bon, ça va pas durer. Mais les gens sont quand même très, très autocentrés. J'ai l'impression d'être un vieux, là, à critiquer les jeunes. Mais il y a un peu de ça quand même, dans la manière dont on les a élevés. On les a tellement valorisés, tu es le meilleur, fais-toi respecter. Ils partagent plus. On ne partage plus maintenant. C'est-à-dire qu'il faut être aimé, mais alors il ne faut rien donner à l'autre. On n'est plus dans le partage. Or, autrefois, les couples, il y avait un partage. Alors, c'est sûr que les choses étaient un peu genrées. Hein. L'homme s'occupait des choses extérieures, de l'argent, de la protection. La mère s'occupait du foyer, mais chacun s'occupait de l'autre. Il y avait un partage des tâches. Aujourd'hui, il n'y a plus tellement ces partages des tâches, mais on ne donne plus rien à l'autre. L'autre doit nous aimer, mais on ne se pose jamais la question, moi, qu'est-ce que je dois apporter à l'autre ? Parce qu'on est élevé de manière trop individuelle et pas assez collective. Ça, c'est ça, souvent les familles avec un enfant unique. Quand il y a des frères et sœurs pluriels, on apprend plus l'esprit d'équipe et le partage. Et je crois qu'il faut élever nos enfants aussi avec cette notion-là, que, écoute, tu peux attendre quelque chose de l'autre, mais tu dois aussi apporter quelque chose. Et les couples qui durent, c'est d'abord ça. C'est d'abord quand il y a un échange. Est-ce que vous avez percé le secret des couples qui durent en 30 ans de pratique sur le terrain? Est-ce qu'il y a un secret des couples qui durent? Ou alors est-ce qu'ils ne consultent pas, donc on ne sait pas? On les voit, parce que moi je vois leurs enfants. Et ah bon? Je reçois des enfants en consultation et je vois des couples, heureusement, qui tiennent. Et les couples qui durent, c'est des couples où on communique. Et où on s'adapte à l'évolution. Parce que sur 30 ans, forcément, on n'est plus avec la même personne au bout de 30 ans. Donc on s'adapte et on réapprend à aimer la nouvelle personne qui est en face de nous. Et les couples qui durent, il faut évidemment de la tolérance, il faut du partage et il faut de la communication. C'est-à-dire qu'il faut vraiment apprendre. Et puis, il ne faut pas non plus s'oublier. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus être 100% dépendant de l'autre, en partie, mais continuer de s'occuper de soi et ne pas s'oublier dans le couple, mais à la fois ne pas oublier l'autre. Mais c'est pas un travail, mais en tout cas c'est une action. Il faut en avoir envie, mais ça vaut le coup parce que au final on est assez content d'avoir fait durer son couple et puis en tout cas les gamins sont ravis eux. Alors une grande source de souffrance également, c'est la frustration des gens qui sont en couple depuis des années, et on parlait de communication à l'instant, mais vous dites que finalement l'autre il n'a pas une boule de cristal et il n'est pas dans votre tête pour savoir de quoi vous avez besoin et de quoi vous avez envie. Oui. C'est pour ça qu'il faut... Alors, il y a des gens qui parlent facilement, qui se livrent facilement, ça, ils ont de la chance, mais il y en a qui gardent un peu trop les choses pour eux. Et ça, il faut qu'ils fassent un effort pour dire j'aime quand tu me fais ça, j'aime pas quand tu me fais ça. Plutôt de dire tu fais mal, on dit je. On dit ce qu'on attend. On parle de nos attentes, de nos ressentis. On n'attend pas que les choses deviennent graves. Donc on dit rapidement ce qu'on veut pas, et puis après on discute. Il faut un échange permanent, des négociations, pourquoi pas des disputes, mais au moins une communication si on veut être bien dans son couple et si on veut que son couple dure. Bon, après, parce que la frustration, on met des années à s'installer. Hein. Oui, mais une fois qu'elle est là, après c'est souvent trop tard. Donc il ne faut pas la laisser trop s'installer. Il faut commencer à dire les choses le plus tôt possible. Dès qu'on commence à ressentir des choses qui vont pas, Alors souvent au début, quand on est très amoureux, on met un peu les choses de côté. Mais non, il faut commencer à dire les choses sans violence, sans méchanceté, mais il faut le dire le plus tôt possible. Et parler, encore une fois, vous venez de dire du jeu, ce que j'attends et non pas de ce que tu ne fais pas. Voilà, ça c'est important pour éviter les conflits. Partir de jeu. Je pense que, je ressens que, je suis triste quand, ou à l'inverse, j'aime beaucoup quand tu me fais ci, quand tu me fais ça, j'aime beaucoup quand tu rentres tôt, j'aime beaucoup quand tu cuisines, j'aime beaucoup. C'est ça, faut pas oublier les compliments aussi. Hein. Parce qu'on a un peu trop tendance au fil du temps à faire que des reproches, et parfois on s'adresse à notre partenaire comme si c'était vraiment la dernière roue du carrosse, et on parle mieux à ses voisins et à ses voisines. Non, s'il y a des gens avec qui il faut être aimable, à l'écoute, gentil, c'est bien avec son ou sa partenaire. C'est d'abord ceux avec qu'on d'abord aime. Avec eux, oui. Ouais. Mais ça, on l'oublie. C'est comme au boulot. Oui. On vous dit jamais ce qui va, on va dire que 95% des choses vont bien, et on vous parle que des 5% de choses qui vont mal. Ouais, mais c'est pas du tout une bonne façon. Non.
C'est pas très motivant. Hein. Je voudrais qu'on termine par un phénomène d'une grande violence, alors qui est assez récent, c'est le ghosting, et qui est une source de souffrance terrible pour ceux qui en sont victimes. Oui, alors traduisons, le ghosting, c'est finalement démarrer une relation, avec ou sans coucherie, hein, et brutalement disparaître, couper court, ne plus donner de nouvelles. Et ça, c'est un truc qui a l'air de se répandre, alors notamment chez les jeunes, moi c'est ce que je reçois le plus en consultation. Alors il y a parfois un peu de sadisme, c'est-à-dire que c'est devenu un espèce de jeu. On aime faire souffrir parce que il y a de la méchanceté parfois chez les êtres humains, hein, et ou alors ils ont des comptes à régler avec les hommes ou avec les femmes, mais parce que c'est les deux qui le font. Hein. Il peut y avoir du plaisir à faire du mal à l'autre. C'est heureusement pas toujours ça, c'est parfois la lâcheté de ne pas oser dire qu'on n'a plus envie, mais parfois c'est de la méchanceté. Mais c'est super dur quand on subit ça. Alors le ghosting, c'est disparaître complètement du jour au lendemain. Oui. Alors, c'est vraiment disparaître. Disparaître, alors c'est pas toujours possible, hein, mais c'est plus facile quand on habite à distance. Et du coup, de plus du tout de donner de nouvelles. Donc l'autre ne sait même pas si on est mort ou quoi. Donc l'autre va continuer de penser à nous, si on disparaît, va nous chercher, etc. Et va s'inquiéter jusqu'à comprendre que finalement, on l'a largué, quoi, sans prendre de gants. Oui, on l'a largué sans le dire. Sans le dire en plus, oui. C'est ça le truc. Oui, ça c'est terrible. Et oui, ça peut être très très choquant, surtout pour les plus jeunes, qui ont vraiment l'impression qu'on s'est essuyé sur eux, quoi. C'est très dur, donc il faut s'y préparer, il faut le savoir. Comme ça, si ça nous arrive, c'est pas la peine de perdre trop de temps à se poser des questions et se dire juste qu'on est tombé sur un lâche ou un salopard. Hein. Docteur Stéphane Clerget, je rappelle que vous publiez « Ne plus souffrir en amour, comment prévenir et guérir les blessures affectives à la musardine ». Merci d'avoir été avec nous. Merci Philippe. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission. Et vous verrez la captation de cette émission sur la chaîne YouTube de Beurre FM et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.